Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Un sujet surprise. Présenté par Arlène et Manu. Le suicide. Description du suicide. Le suicide est l'acte de se donner délibérément la mort. Les idées suicidaires sont un signal d'alarme. Elles surviennent quand la souffrance est devenue trop grande et que la personne n'arrive pas à la diminuer avec les moyens qu'elle connaît déjà. Comprendre le suicide. Les idées suicidaires ne sont pas une maladie, mais bien un symptôme qui indique que quelque chose ne va plus. Le suicide n'est jamais causé par un seul facteur ou un seul événement. L'accumulation et l'interaction de plusieurs facteurs à un moment particulier dans la vie d'une personne peuvent l'amener à vivre de la détresse psychologique, du désespoir et à avoir des idées suicidaires. Elle peut alors en arriver à penser que la mort est une solution à son désespoir, pour cesser de souffrir. Les facteurs qui entrent en jeu sont différents pour chaque personne. Ils peuvent être liés, par exemple, à une expérience de traumatisme, de violence, de mauvais traitements ou de négligence, une situation de crise, un trouble mental, comme la dépression, une dépendance, une tentative de suicide par le passé, un sentiment d'isolement, un manque de soutien social, un manque d'informations sur les ressources d'aide disponibles, la perte d'un emploi, des difficultés financières. Avoir accès à un moyen de s'enlever la vie, par exemple une arme à feu. Comment reconnaître les signes de détresse? Les personnes qui pensent au suicide donnent généralement des signes de détresse ou des indices de leurs intentions qui peuvent alerter leurs proches, leurs amis ou leurs parents. Il n'est cependant pas toujours évident de les reconnaître et de savoir comment réagir. Par exemple, la personne qui a des idées suicidaires peut utiliser certains mots significatifs: « Je veux en finir »,« Je vais me tuer »,« Vous seriez tellement mieux sans moi »,« Je suis inutile », j'ai tout raté dans ma vie. Je serais bien mieux mort. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Certains comportements peuvent indiquer qu'une personne pense au suicide ou a l'intention de passer à l'acte. S'isoler, préférer être seul, faire de l'ordre dans ses affaires personnelles, vérifier que ses papiers d'assurance vie sont à jour, s'assurer qu'elle ne laisse rien qui pourrait nuire à son entourage, montrer un grand intérêt pour les armes ou les médicaments, donner des objets personnels, consommer de l'alcool, des drogues ou des médicaments de façon inhabituelle, être agité ou, au contraire, manquer d'énergie, rédiger son testament ou un message d'adieu, avoir des troubles du sommeil ou de l'appétit, négliger son apparence et son hygiène, avoir un soudain regain d'énergie, paraître apaisé alors qu'elle a traversé une période de découragement importante. On peut aussi observer d'autres signes chez une personne qui vit de la détresse ou qui a des idées suicidaires. Ainsi, la personne peut paraître triste, découragée, manquer de motivation, sembler s'ennuyer, comme si elle n'avait pas de plaisir, être agressive ou irritable, c'est-à-dire se mettre en colère facilement, avoir une faible estime d'elle-même ou vivre un sentiment d'échec, avoir de la difficulté à se concentrer ou avoir des pertes de mémoire, sembler confuse ou incohérente, paraître indécise. Il faut faire attention si l'humeur de la personne s'améliore soudainement. Ce changement peut être trompeur, il peut vouloir dire que la personne a planifié son suicide. La personne ne va pas mieux, mais selon sa façon de voir les choses, elle croit qu'elle arrêtera bientôt de souffrir ou de faire souffrir les autres. Trouvez de l'aide. Si vous-même ou un de vos proches êtes en détresse, ne restez pas seul. Il faut en parler. Le suicide n'est jamais une solution. En parler est la meilleure façon de vous aider ou d'aider votre proche. Voici quelques conseils, si vous voulez aider un proche. Si vous avez des idées suicidaires, c'est que votre souffrance est trop grande et que vous n'y voyez plus de solution. C'est un signal d'alarme que vous devez prendre au sérieux. Des ressources d'aide existent. N'attendez pas de ne plus être capable de faire vos activités habituelles pour consulter. Allez dès que possible chercher une aide professionnelle si vous éprouvez de la détresse, vous avez de la difficulté à assumer vos responsabilités professionnelles ou familiales, vous voyez la vie en noir et le désespoir vous habite, vous avez des idées suicidaires. Un professionnel de la santé ou des services sociaux pourra vous écouter, évaluer vos besoins et vous proposer des options adaptées à ceux-ci. En cas d'idées suicidaires ou d'inquiétudes liées avec le suicide, demandez de l'aide.
Des intervenants sont disponibles gratuitement et en toute confidentialité, 24 heures par jour, 365 jours par année. Tel France, 3114. Tel Canada, 1 833 456 4566. Des intervenants sont disponibles pour vous aider et vous soutenir. Ne restez pas seul. Il y a toujours de l'espoir. Rendez-vous sur suicide.ca. Vous pouvez aussi contacter gratuitement et en toute confidentialité un centre de prévention du suicide. Consultez la liste des centres de prévention du suicide. Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Sur le site de l'Association québécoise de prévention du suicide. Si vous voulez aider un proche, chacun peut avoir à agir pour prévenir le suicide d'un ami, d'un parent ou d'un collègue. Si vous voulez aider un proche, suivez les conseils pour aider une personne suicidaire. Gardez en tête que si vous avez besoin de soutien pour aider un proche, vous pouvez en tout temps, gratuitement et en toute confidentialité être accompagné par un intervenant. En appelant le 1866 appel, 277 à 3553, en vous rendant sur suicide.ca. Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Pour contacter un intervenant par clavardage ou par texto. Vous pouvez aussi contacter gratuitement et en toute confidentialité un centre de prévention du suicide. Consultez la liste des centres de prévention du suicide. Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Sur le site de l'Association québécoise de prévention du suicide. Conseil pour aider une personne suicidaire. Écoutez la personne et montrez-lui que vous comprenez à quel point elle est en détresse. Rappelez-vous qu'il y a toujours une partie de la personne suicidaire qui veut vivre, et ce, jusqu'à la dernière minute. Votre aide peut faire grandir cette volonté de vivre. Prenez la personne au sérieux. Évitez de vous moquer d'elle, de minimiser sa douleur, de lui faire la morale ou de la provoquer. Vérifiez si la personne pense au suicide en lui posant la question clairement et directement. Si elle y pense, cherchez à savoir comment, où et quand elle prévoit s'y prendre. Plus son plan est précis, plus vous devrez agir rapidement. Dites-lui que vous vous inquiétez et que vous êtes là pour elle. Encouragez la personne à chercher de l'aide et accompagnez-la au besoin. Aidez-la à identifier des solutions, mais évitez de tout faire à sa place. Respectez vos limites et demandez de l'aide. Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable des actes de la personne suicidaire. Ne gardez pas le secret et ne restez pas seul. Allez chercher de l'information et du soutien auprès d'un intervenant qualifié. Plusieurs ressources disponibles. Pour consulter une liste des ressources qui viennent en aide aux personnes suicidaires, à leurs proches et aux personnes en deuil à la suite d'un suicide, consultez la page ressources d'aide et de soutien en santé mentale. Il est aussi possible de consulter la liste des centres de prévention du suicide. Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Sur le site de l'Association québécoise de prévention du suicide. À consulter aussi. Santé mentale. Favoriser une bonne santé mentale. S'informer sur les troubles mentaux. Dernière mise à jour, 8 décembre 2021. Avis. L'information contenue sur le site ne remplace en aucun cas l'avis d'une ressource professionnelle de la santé. Si vous avez des questions concernant votre état de santé, consultez une ressource professionnelle. Évaluation de page. L'information sur cette page vous a-t-elle été utile? Oui? Non? Ne pas remplir ce champ. Gouvernement du Québec. Navigation de pied de page de québec.ca. Informations et services. Agriculture, environnement et ressources naturelles. Culture. Éducation. Emploi. Entreprises et travailleurs autonomes. Famille et soutien aux personnes. Finances, impôts et taxes. Habitation et logement. Immigration. Justice et état civil. Santé. Sécurité et situation d'urgence. Tourisme et loisirs. Transport. Gouvernement. Ministères et organismes. Service Québec. Gouvernement ouvert. Travailler au gouvernement. Salle de nouvelles. Lois et règlements. Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Publication. Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Signaler une vulnérabilité informatique. Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Nous joindre. Renseignements généraux. Bureau de service. Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Suivez-nous.
Facebook pictogramme, Twitter pictogramme, YouTube pictogramme. Accessibilité. Plan du site. Accès à l'information politique de confidentialité. Accent grave. Propos de Québec.ca. Gouvernement du Québec. Symbole. Copyright Gouvernement du Québec, 2022. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. J'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. À l'occasion de la 24e journée nationale de prévention du suicide, l'économiste Jean-Claude Delgen estime qu'il faut changer la loi pour mieux protéger les salariés. Ce spécialiste de la prévention des risques au travail appelle l'État à mettre en œuvre un vrai plan d'action. 9000 Français choisissent de se donner la mort chaque année, soit 3 fois plus de victimes que les accidents de la route. Notre pays est l'un des plus touchés en Europe par le suicide. Difficile d'estimer quelle part de ces décès a une origine professionnelle. Il n'y a pas de statistiques pour appréhender le phénomène, ce que l'on sait c'est que des progrès ont été faits en particulier pour le suicide des adolescents. En revanche, la tranche d'âge de 30 à 55 ans reste très touchée par les crises suicidaires, et c'est la tranche d'âge où on travaille. Le président et fondateur du cabinet Technologia connaît bien le lien entre souffrance au travail et suicide, et les mécanismes de cet engrenage infernal. Il y a plusieurs dynamiques négatives qui peuvent conduire à des passages à l'acte suicidaire. Il y a la problématique du changement permanent, illustrée par le procès France Télécom. Il y a aussi le stress chronique, et enfin l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out est un facteur prédictif de suicide. La médiatisation de l'affaire France Télécom, ou plus récemment du cas de Christine Renon à Pantin, Seine-Saint-Denis, ont réussi à mettre en lumière la souffrance au travail.
Mais cela ne suffit pas. Il y a une prise de conscience, mais il faudrait modifier les sanctions pénales. Par exemple, il n'est pas normal que quelqu'un qui a été convaincu de harcèlement moral puisse continuer à diriger des équipes. Il faut que l'on instaure des peines complémentaires et que l'on modifie la loi sur ce plan-là. Toute la difficulté est que le suicide, en particulier au travail, reste un vrai tabou. L'acte suicidaire renvoie à des problèmes de responsabilité, donc les employeurs ont aussitôt peur d'être mis en cause et sont dans le déni en expliquant que la personne était fragile, qu'elle avait des problèmes personnels, etc. Surmortalité. Pour l'économiste, co-auteur du livre Suicide, un cri silencieux publié ce mercredi, des milliers de salariés pourraient être sauvés chaque année si les pouvoirs publics voulaient s'en donner les moyens. On a une surmortalité en France par rapport aux autres pays, qui est estimée à environ 5000 personnes chaque année qui pourraient ne pas mourir si on avait développé un vrai plan d'action. Le suicide lié au travail. Qualification. Cause. Responsabilité de l'employeur. Par Jennifer Verrapen, juriste. Le Conseil économique et social a révélé qu'il y avait un suicide par jour directement lié au stress professionnel. Actuellement, on observe une multiplication des suicides liés au travail, Renault, EDF, PSA. Le dernier suicide recensé est celui d'un homme qui a mis fin à ses jours par pendaison le 21 avril sur son lieu de travail. Les causes. Durkheim, dans son ouvrage Le suicide, 1897, affirmait que le taux de suicide ne pouvait se comprendre que par une analyse globale de la société. Si l'on en croit cette théorie, on peut considérer que la société actuelle est en pleine crise. Avant, les plus concernés par le suicide au travail étaient les ouvriers, les agriculteurs. Cela pouvait s'analyser simplement, les tâches étaient laborieuses et peu récompensées pour les uns, et les autres pouvaient perdre leurs récoltes et se retrouver rapidement désargentés. Aujourd'hui, les plus touchés par ce fléau sont les cadres, les enseignants, les salariés du privé, les chômeurs. Ces professions ne sont pourtant pas les plus cassantes physiquement, mais la pratique nous démontre que moralement les salariés n'arrivent plus à supporter la pression grandissante qu'ils subissent au travail. Les facteurs de dépression sont multiples, pression morale, rétrogradation, stress, ce qui fragilise les salariés. Par ailleurs, aujourd'hui faire du chiffre prime souvent sur la qualité, ce qui entraîne un manque de reconnaissance pour le salarié, voire un certain déshonneur. En outre, il y avait auparavant plus de solidarité entre les collègues, et les syndicats faisaient plus de lobbying. Aujourd'hui, les salariés acceptent plus de pression psychologique par peur de perdre leur emploi, et l'individualisation des carrières conduit à l'isolement. On remarque que les personnes qui se sont suicidées à cause de leur travail sont des personnes compétentes, professionnelles à qui on demande subitement trop et qui n'arrivent plus à supporter la pression. La responsabilité de l'entreprise. Le Code du travail fait obligation aux employeurs d'évaluer les risques professionnels, y compris psychosociaux. La jurisprudence leur impose même une obligation de résultat. Il est donc difficile de déterminer la cause directe du suicide. En effet, le suicide peut tout aussi bien résulter de difficultés sociales ou familiales. Jean-Pierre Soubrier, expert sur le sujet à l'Organisation mondiale de la santé, estime que les suicides liés au travail sont ceux qui se produisent sur le lieu de travail et ceux accompagnés d'une lettre explicite. Mais la Cour de cassation bouleverse ce principe, par un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 22 février 2007, en considérant la tentative de suicide d'un salarié à son domicile comme un accident du travail. Le salarié avait tenté de se suicider à son domicile alors qu'il était en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif. La Caisse primaire de sécurité sociale estimait que la tentative de suicide pouvait se qualifier comme accident du travail, ce que contestait l'employeur. Les juges du fond ont confirmé la décision de la Caisse. La Cour de cassation réaffirme la décision sur le fondement de l'article L.411.1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité est établie, mais dans cet arrêt, la Cour de cassation fait une nouvelle interprétation de cet article. La Cour d'appel avait invoqué des faits sérieux, graves et concordants,
prouvé par un certificat médical et des attestations, en l'occurrence l'accident, la tentative de suicide, est bien survenue, par le fait du travail, c'est la raison pour laquelle la haute juridiction a également retenu la faute inexcusable de l'employeur, pour la première fois. L'employeur, quant à lui, estimait qu'il ne pouvait être déclaré responsable d'un acte commis par son employé absent de son lieu de travail, et qui ne se trouvait donc plus, de fait, sous sa subordination. Il invoque également le fait qu'il n'avait aucun moyen de connaître les tendances suicidaires de son employé. Si on analyse cet arrêt, on peut considérer que l'employeur qui ne remplit pas son obligation de résultat, c'est-à-dire son obligation de veiller à la santé mentale et à la dignité de son salarié, engage sa responsabilité pour faute inexcusable dès lors que le lien de causalité est prouvé, en l'espèce, par le certificat médical et les attestations. Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sans ambiguïté en faveur du salarié en détresse, et renforce l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Il semble adéquat d'engager la responsabilité de l'employeur en ce qu'il y a en quelque sorte homicide involontaire, on pourrait même peut-être parler de provocation au suicide. Même si l'employeur ne souhaite pas réellement la mort du salarié, le fait de le pousser à bout constitue une faute inexcusable, ayant des conséquences irréversibles. On se demande si la Cour de cassation serait encline à accepter comme fondement l'article 223 à 13 du Code pénal selon lequel, le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni, de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. La sanction pour l'employeur serait plus sévère, et à la lecture du texte, il apparaît que si on en faisait une interprétation in extenso, il serait tout à fait possible de qualifier la pression morale exercée sur le salarié comme une provocation indirecte au suicide. Les solutions. La France est le 3e pays au monde, dans lequel les dépressions liées au travail sont les plus nombreuses, derrière l'Ukraine et les États-Unis. Et la tendance en France semble s'accentuer, il est donc plus que temps de trouver des solutions pour remédier à ce grave problème. EDF, qui a déjà perdu des salariés oppressés, a annoncé le 23 avril, la création d'un observatoire national de la qualité de vie au travail, l'instauration d'un numéro vert pour les salariés, et la mise en place progressive d'un management de proximité. Les idées sont bonnes, et la prévention est le meilleur moyen de déceler la genèse des problèmes. Les législateurs devraient également repenser le rôle du médecin du travail, en effet il serait fort à propos de mettre en place un soutien médico-psychologique, un accompagnement collectif et individuel, et notamment dans les entreprises en restructuration. Par ailleurs, il ne serait pas inutile d'intégrer rapidement la santé mentale dans la réflexion sur les nuisances professionnelles. À noter, le 14 mai, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Tours se prononcera sur la qualification du suicide ou de la tentative de suicide en maladie professionnelle. Jennifer verra à peine. Juriste. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère vivre vieux. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre vieux. Et je prends mon vieux cheval, et j'attrape ma vieille selle, et je selle mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Tu connais, c'est loin d'un grand bout de là, de Saint-Antoine à Beaumont, le long du Grand Texas. Je te cherchais bien longtemps. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère
j'espère revivre vieux. Et je prends mon violon et j'attrape mon archer et je joue ma vieille valse pour faire le monde danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien, bien, bien trop courte pour se faire des soucis. Alors ce soir allons danser. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère le vivre vieux. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre vieux. Comment lutter efficacement contre le suicide dans les rangs de la police? Par Agathe Lecoulant. Publié le 21 janvier 2022. 7 policiers se sont suicidés depuis le début de l'année. En réaction à la vague de suicides dans la police, le directeur général de la police nationale a réuni ce 20 janvier 2022 des syndicats et des associations. Linda Kebab regrette que la hiérarchie soit déconnectée de la réalité et n'applique pas de mesures efficaces. Linda Kebab est déléguée nationale de l'unité SGP Police FO. Elle a publié en 2020 aux éditions Stop Gardienne de la paix et de la révolte. Depuis le début de l'année, 7 policiers se sont donné la mort. Comment expliquez-vous ce chiffre dramatique? Un suicide est un événement difficile à appréhender et ne peut être expliqué par une seule raison isolée. Néanmoins, s'agissant de suicide dans un métier où l'esprit de corps est extrêmement fort, l'aspect professionnel ne peut être totalement écarté. Contrairement à ce que certaines enquêtes IGPN ou autorités policières peuvent annoncer sans nuance après un suicide. En effet, par l'effet des rythmes de travail ou par le renfermement sur soi face à la défiance d'une partie de l'opinion française, beaucoup de policiers sont coupés du reste de la société. Il s'ajoute les difficultés de libérer la parole dans un métier qui a longtemps véhiculé l'image d'un virilisme silencieux, mais aussi une certaine omerta qui règne dans de nombreux services dans lesquels l'ambiance peut être exécrable sans que personne n'y mette fin courageusement. Tout cela peut avoir l'effet d'une bombe. Le malaise est grandissant dans nos rangs, en témoignent les associations des policiers de lutte contre le suicide ou le service de soutien psychologique opérationnel, SSPO, en place dans l'institution est de plus en plus sollicité voire submergé d'appels. Un rapport sénatorial de 2018 indique que le taux de suicide oscille, autour de 14 suicides pour 100 000 habitants pour l'ensemble de la population. Ce taux s'élève en moyenne, sur les 10 dernières années, à 25 pour la gendarmerie nationale et à 29 pour la police nationale. Pourquoi les policiers sont-ils plus exposés au suicide que dans d'autres métiers? Quelles sont les causes structurelles? Le rapport pointait également un profond mal-être psychologique pouvant être rapporté aux difficultés liées à la nature même du métier, notamment la confrontation permanente à la violence et la misère humaine, sans cesse de décompression faute de volonté politique et administrative, et la vétusté de notre environnement travail. De plus, les policiers sont en quête permanente de sens sur leur action pour guider leur engagement, n'ayant pas le sentiment d'être reconnus, ni par le pouvoir, ni par les médias, ni par leur hiérarchie. Cette dernière, au contraire, au lieu de créer un effet de solidarité, contribue à l'individualité et donc à la solitude. Par exemple la prime aux résultats exceptionnels, ou mal nommée familièrement, au mérite, qui devrait être rebaptisée prime de la discorde, est un véritable outil de démantèlement volontaire de la cohésion et de l'épanouissement du groupe. Isolant les policiers avec qui ils passent le plus clair de leur temps et partagent des missions difficiles, leurs propres collègues. Cet isolement n'est pas corrigé par les responsables, au contraire.
Par exemple, les récentes déclarations insensées du ministre de l'Intérieur et du président de la République parlent de mettre un terme au seul cycle de travail, appelé « vacation forte », le plus à même de resocialiser le policier en dehors des personnes de son métier. Pour une simple question d'économie de bout de chandelle en effectif. Le « quoi qu'il en coûte » ne vaut pas pour la vie des policiers. Le 20 janvier 2022, Frédéric Vaux, le directeur général de la police, a reçu des syndicats et des associations. Qu'attendiez-vous de cette rencontre? Quelles en sont vos conclusions? Le besoin pour les policiers de recourir aux services de soutien psychologique opérationnel, SSPO, dépend moins des événements traumatiques majeurs comme les attentats que de la montée de la violence et de la nécessité de présence importante au service. Or, plus cette charge repose sur les policiers et moins ils bénéficient de temps de répit moral ou psychologique. Une incohérence par exemple, le discours et la volonté du DGPN, hier à l'occasion du CHSCT, se confrontant à la réalité du terrain. Alors qu'il a évoqué les temps de sport obligatoires, beaucoup de ses propres chefs de service les refusent aux effectifs. Il est nécessaire de forcer la main à ces derniers par une mesure de contrôle. Malheureusement et sans surprise, ce CHSCT extraordinaire n'a ni été l'occasion d'annonces concrètes et pragmatiques ni celle de l'ouverture vers nos revendications. C'était l'occasion de reconnaître l'échec de la libération de la parole, voire la chasse contre ceux qui s'exprimeraient sur le mal-être surtout s'il est professionnel. Ce fut pour notre organisation syndicale l'occasion de rappeler que nous ne pourrons indéfiniment pas nous contenter de réunions, commissions et autres délégations non suivies d'effets ni d'être des lanceurs d'alerte ignorés en permanence. Ce fut aussi l'occasion de rappeler que la lutte contre le suicide ne pourra se faire qu'avec la bonne volonté de tous ceux qui, dans les différentes strates hiérarchiques et à tous les niveaux de la police nationale, détiennent entre leurs mains la carrière et la vie des agents, avec des abus que nous dénonçons. Quelles sont, selon vous, les solutions pour répondre à cette urgence? Il faut impérativement redimensionner les services du SSPO. 9000 policiers font appel à eux chaque année mais le nombre de personnels dédiés à cette mission est insuffisant. Actuellement seulement 90 personnes à ce poste, il faudra banaliser le recours au SSPO, et instaurer le débriefing psychologique surtout lors de missions confrontant nos collègues à de la souffrance sociale, violences intrafamiliales, suicides, accidents mortels de la circulation, durant lesquels les effets d'identification au père sont courants. Mettre fin au simple e-learning pour la formation interne à la prévention contre le suicide des policiers. Comment nos technocrates ont pu imaginer un seul instant qu'une matière aussi humaine pouvait être dispensée par un PowerPoint seul devant son écran? Augmenter le nombre des policiers sentinelles, ces agents chargés de détecter des collègues en souffrance et d'alerter. La formation de ces sentinelles ne doit être dispensée que par des professionnels issus du milieu médical. Notre administration envisage de préempter cette formation et la confier à des policiers dont la psychiatrie n'est pas le métier, aussi bons formateurs ou pédagogues soient-ils. Contrôle administratif, économie budgétaire, ou volonté de maintenir le discours et l'omerta systémique. C'est tout ce dispositif novateur, et qui a fait ses preuves à l'étranger car totalement séparé du service, qui est mis en péril. Au contraire, il faut décentraliser la procédure d'alerte, créer un réseau parallèle en dehors de la hiérarchie. Tout l'inverse de ce vers quoi la DGPN s'embarque. Citation. Nos alertes restent au mieux lettres mortes et les policiers qui témoignent sont ignorés, au pire ces derniers sont sanctionnés. Linda Kebab. Contrôler et imposer une procédure coercitive lorsque les instances paritaires mettent en évidence une situation de management toxique. Actuellement ni les délégations d'enquête ni les CHSCT ne sont suivies d'effet même lorsque ces dernières tirent la sonnette d'alarme. Nos alertes restent au mieux lettres mortes et les policiers qui témoignent sont ignorés, au pire ces derniers sont sanctionnés. Et les auteurs dans la hiérarchie sont intouchables. L'appel trop con de Rire et Chanson. Vous êtes bien l'hôtel de police? Commissariat, bonjour. Bonjour madame, c'est bien le Monsieur. Oui. Bonjour monsieur. Je vous écoute, oui. Non, on dit bonjour monsieur, je suis pas une dame jusqu'à preuve du contraire. Ah bah je peux pas savoir non plus. Bah non, mais quand à la voix vous me dites bonjour madame, mais bon bref, c'est pas grave. C'est bien le commissariat. Oui monsieur, j'ai dit commissariat bonjour. Parce que là il y a vos collègues qui viennent de faire une erreur, dans le sens où j'ai été verbalisé alors que je roulais à 80 km/h en ville. Peut-être. Ah bah peut-être oui, mais alors maintenant on a le droit, donc il faudrait peut-être se tenir au courant dans le sens Vous avez le droit de rouler à 80 km/h en ville? Bah oui, je sais, oui, ça je sais. Depuis quand vous avez le droit de rouler en ville à 80 km/h monsieur?
monsieur? Non, parce que le Premier ministre, là, Bernard Philippe... Mais en plus, c'est pas Bernard Philippe. Ah oui, pardon, Gérard Philippe, il a dit qu'on pouvait rouler à 80 km/h. Non, monsieur, Gérard Philippe, il a dit qu'on avait le droit de rouler à 80 km/h. Ah. Les routes sont limitées à 90 km/h pour le moment. Ah, c'est 90 alors? Non, vous êtes bête ou quoi là, monsieur? Bon, enfin, excusez-moi, mais vous me dites 80, après c'est 90, si j'étais à 80... Allô? Oui. Ah, une autre dame? Mais non, mais je crois que vous avez un problème, là. Dans toute agglomération, c'est 50 km/h. Sauf zone 30. Ah bah c'est bien ce que je disais, 50 plus 30. Non, 50, et sauf dans certaines zones... Où ça augmente de 30, c'est ce que vous me dites, donc ça fait 80. Non, mais monsieur, vous faites exprès de pas comprendre. Ah bah attendez, j'ai ma calculette, là, avec moi. Non, 50. non, écoutez-moi. Écoutez-moi, arrêtez de... 30, Non, monsieur, c'est 50. Plus 30. Non, c'est pas plus 30. C'est 30 tout court. Bah, prenez la calculette. Non, mais arrêtez de dire prenez la calculette. C'est pas 50 plus 30. Je tape 50. Non, monsieur, arrêtez. Plus. Non, pas plus. Y a pas de plus. Plus 30, ça fait 80 quand même, mais non, 50. Mais vous faites exprès ou quoi? Bon. Non, 50 km/h. Vous roulez à 50 km/h. Voilà, je rajoute. Et des fois, non, il y a pas de rajoute. Des fois, il y a marqué un panneau 30. C'est pas plus 30. Vous roulez à 30, c'est tout. Je reprends ma calculette. Non, mais... Je tape 50. Excusez-moi, monsieur, mais vous faites quoi dans la vie? Ben, je travaille en comptabilisme, hein, avec mon beau-frère dans une entreprise comptable. Ah oui? Dites-moi c'est quoi l'entreprise, parce que là, il y a un problème. Hein. J'ai pas dit que c'était 50 plus 30. Ah, ça change. J'ai dit, non, mais arrêtez de me couper la parole. Grand maximum dans les villes... C'est 80, ouais. Non, pas 80. Non, mais arrêtez. Excusez-moi, mais enfin, Richard Philippe a dit que c'était... Richard Philippe, puis le Premier ministre, a dit 80. Ah. Hors agglomération. C'est tout. Vous étiez en tort. Vous êtes à 30 au-dessus. De trop. C'est beaucoup trop. Enfin, excusez-moi, c'est à partir du moment où le Premier ministre, il a dit que c'était 80, vous voyez, c'est mais quand même... pas partout. Hors agglomération. Mais vous avez passé le code où, monsieur? Quel code? Le code de la route. Bah parce qu'avant c'était 50, non mais ça je sais. Avant qu'ils rajoutent les 30, c'était... Mais il n'y a pas eu de 30 rajouté. Vous êtes passé de 90 à 80. Non, j'étais pas à 90, non, j'étais à 80. Mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Alors, expliquez à vos collègues aussi, parce que eux, ils croient que c'est encore 50. Mais oui, c'est 50, tout à fait. Oui, mais ils sont pas au courant pour le coup des plus 30, là. Oh là là. Non mais, c'est vous là qui êtes pas au courant, vous avez un sacré problème. Hein. Non mais je vous reproche pas de vous être trompé. Attendez. Non mais monsieur, Ah. vous avez été pris à combien de kilomètres/heure? Ah, j'étais à 80, un petit 80. Un petit 80 au lieu de 50. Monsieur, vous foutez de ma gueule? Je peux vous dire sans vous vexer? Sérieusement? Si je dis oui, vous le prenez bien? Votre numéro de téléphone, monsieur, que je fasse un contre-appel. Votre numéro de contre-appel, monsieur. Alors, j'ai pas de contre-appel, mais je peux vous donner un contre-contre-appel. Ah, vous n'avez pas de contre-appel? Pour un contre-appel, je peux vous donner mon contre-numéro? Donc je raccroche? Parce que là, en fait, vous vous foutez de nous. Oui, non mais je veux dire, on peut prendre 5 minutes quand même. Non, du tout. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Une petite minute. Non, même pas. Allez, 30 secondes. Au revoir. 20 secondes, dernier prix. Au revoir. Allez, je dis 5 secondes et un bisou. J'ai pas dit que c'était 50 plus 30. Non, mais... Excusez-moi, mais enfin, Richard Philippe a dit que c'était... Richard Philippe, puis le Premier ministre, a dit 80. Ah. Mais pas partout. Bonjour, c'est Martin de l'appel trop con de Rire et Chanson. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, bonne nouvelle, il y en a encore plein d'autres à regarder. C'est-à-dire qu'il y en a là, il y en a là, il y en a pas là, mais il y en a là. Là, enfin bon, il y en a partout. Et puis au passage, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Rire et Chanson. Hein? À bientôt. C'est pas tactile, hein, ça s'arrête pas, ton... Comment je fais pour... Dépression et suicide dans le corps enseignant. Selon le rapport officiel gouvernemental sur le burn-out et la dépression dans le corps professoral, un professeur sur un souffrirait de burn-out. En Allemagne, ce serait un professeur sur 3. Sur l'année scolaire 2018 à 2019, un professeur se suicidait par semaine. Il s'agit d'un des métiers officiellement affichés comme pénible, mal rémunéré et peu gratifiant. Mais pourquoi ce métier est-il si difficile ? Pourquoi tant de professeurs sont-ils des cas de burn-out, de dépression ou de suicide? Comment les aider? Que met l'éducation nationale en place? Devrait-elle former le corps enseignant à l'aide au suicide? Les raisons de ce mal-être généralisé. Dans la plupart des théories de psychologie qui concernent la psychologie du travail, il est question de motivation. Pour qu'un individu se sente épanoui dans son travail, il faut qu'il se sente motivé. Cette motivation peut venir de différentes sources et fonctionner différemment. On notera ici la motivation interne et la motivation externe. La motivation interne consisterait à aimer son métier, à vouloir bien faire les choses, à aimer travailler avec des enfants, à avoir plaisir à s'absorber dans l'activité d'enseignement, tandis que la motivation externe serait de travailler pour obtenir un salaire, pour répondre à la pression exercée par l'équipe directrice, pour répondre aux attentes du bac, etc. Dans le cas des professeurs, tous les éléments qui pourraient constituer une motivation externe sont souvent moindres.
Par exemple, le salaire est peu conséquent, et ce même après plus de 20 ans à travailler dans le corps professoral, les attentes sont souvent très élevées, les programmes chargés et le temps imparti relativement court. Il faut de plus compter la difficulté de se faire respecter par les élèves, d'être écouté, d'être suffisamment autoritaire, pas facile. Quant aux motivations internes, elles peuvent suffire mais elles peuvent aussi céder face au découragement du professeur. C'est le contraste entre la volonté de s'épanouir au travail et l'incapacité à trouver de la motivation qui débouche sur le burn-out, la dépression et même le suicide. Les moyens mis en place par l'Éducation nationale ces dernières années, l'Éducation nationale a mis en place un système de référents dans les établissements scolaires. Les référents sont des personnes spécialement formées pour être disponibles pour les élèves autant que pour les professeurs. Ils sont formés à l'écoute, possiblement à l'aide au suicide, et sont également en mesure d'orienter le professeur vers un nouvel établissement, un nouveau poste, un congé sabbatique, un suivi ou une consultation. Dans presque tous les établissements, il y a aussi des psychologues scolaires ou conseillères d'orientation, possiblement formés pour répondre à ce type de situation. Il y a, sinon, les consultations classiques chez les médecins, psychiatres et psychologues, mais aussi le possible recours aux associations d'écoute et d'aide au suicide et aux numéros gratuits, qui permettent un dialogue avec des bénévoles de façon anonyme et qui peuvent eux aussi rediriger vers des professionnels. Association aide aux profs, https://www.aperesprof.org/ Aubonne, dans le Val d'Oise, s'est suicidé il y a 10 jours après avoir été accusé de violence sur un enfant. Évidemment, on ne sait jamais complètement pourquoi quelqu'un met fin à ses jours, mais Jean Villot s'est tué 24 heures après le dépôt d'une plainte par la mère d'un élève de sa classe de CP. Un drame qui, pour beaucoup de profs, illustre le manque d'écoute et de soutien de la hiérarchie, souvent dénoncée. À Aubonne, tout le monde est encore très choqué. C'est le choix de la rédaction d'RMC, signé Marie Régnier. Les proches de l'instituteur ont encore du mal à réaliser. Tout est allé si vite, tout a été si violent. Au départ, un incident banal de discipline avec un enfant dans la cour de récréation. Sa maman qui dépose plainte le lendemain. Ève, une amie de l'instituteur, nous raconte la suite. Il arrive à l'école et on lui annonce qu'il a une plainte pour violence aggravée. Voilà, que la mère d'élève a porté plainte. Elle n'est pas venue le voir. Elle lui a rien dit. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Et il a une plainte. Il arrive, on lui dit qu'il a une plainte. Pour lui, c'est une gifle. C'est une gifle. Une épreuve insupportable pour cet instituteur qui décide de mettre fin à ses jours le lendemain. C'était absolument pas quelqu'un de violent. C'était quelqu'un qui aimait ses élèves, qui aimait son métier. C'est le déshonneur, quoi. Le déshonneur qui vous tombe comme ça, une chape de béton, une hiérarchie qui vous soutient pas, qui n'est pas là au bon moment. C'est épouvantable. Ce sentiment de solitude face aux parents d'élèves, face à la hiérarchie, de nombreux enseignants l'ont déjà vécu. En hommage à cet instituteur qu'ils ne connaissaient pas, ils observeront aujourd'hui une minute de silence dans les salles des profs, un peu partout en France. Patrick, professeur de maths, participera. On se sent tous concernés, avec les parents qui contestent toutes les décisions. Donc si on n'a pas le soutien de la direction, on peut être très facilement... First, d'abord on va réciter la leçon. Close your copybook. Elle a tout juste 25 ans et enseigne l'anglais depuis 3 mois. Ok, qu'est-ce qu'on remarque concernant la prononciation ici? Alright, Jenny. Gwendal. Non. Non. Oh! Manifestement, Mathilde a du mal à maintenir l'attention de ses élèves. Est-ce que vous pouvez vous concentrer 5 minutes et vous taire? Yes. Joyce. Elle est à l'image de cette nouvelle génération de profs qui enseignent directement à plein temps, sans avoir appris à tenir une classe. Je peux savoir ce qu'on est en train de faire là? Mais depuis quand il faut copier? Des jeunes profs au bord de la crise de nerfs, d'autres qui jettent l'éponge. Beaucoup d'entre eux se disent victimes d'une réforme controversée. Jusqu'à présent, un prof d'anglais par exemple faisait des études d'anglais, puis passait le concours d'enseignant. Ensuite, pendant 1 an, on lui apprenait la pédagogie, comment stimuler les élèves, mais aussi faire régner la discipline. Il ne passait que 6 à 8 heures par semaine en classe. Mais l'heure est aujourd'hui aux économies. Depuis septembre 2010, cette formation a été réduite au minimum. Les profs apprentis doivent assurer directement un temps plein. Enseigner, ça s'apprend! Enseigner, ça s'apprend! Derrière ces manifs de profs en colère et de parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants,
Il y a de jeunes enseignants qui perdent parfois pied face à leurs élèves. La journée de Mathilde commence par un petit déjeuner consistant. Pour elle, chaque jour de cours est une bataille. J'appréhende toujours un petit peu, et surtout que le mardi, c'est une journée où j'ai 6 heures de cours, c'est ma plus grosse journée. Donc j'espère que je ne serai pas trop fatiguée et puis que ça va bien se passer. Mathilde a fait toutes ses études à Grenoble. Ce n'est que quelques semaines avant la rentrée qu'elle a appris son affectation en banlieue parisienne. En catastrophe, elle a trouvé ce meublé en colocation. Les premiers temps, ce n'est pas ce déracinement qui a été le plus dur, mais plutôt son manque total d'expérience dans l'enseignement. Au début, il n'y avait pas vraiment de cours, quoi. C'était plus essayer de meubler, trouver quelque chose pour qu'on s'occupe pendant 1 heure, quoi, parce que j'étais complètement perdue. J'avais pas de repères et de structure pour préparer mes cours. Pourtant, sa situation aurait pu être pire. Son collège de Villejuif n'est pas un établissement difficile. Good morning. Hello, girls. Hello. Comme chaque mardi, Mathilde commence avec cette classe de 5e. Un groupe sage et de bon niveau. All right. So. Okay, as usual, date, absence and weather. Come on. Nous sommes fin novembre 2010. En 3 mois, Mathilde a pris un peu d'assurance. I enjoy listening to music and acting. So. Date me. No. No. Enjoy, yes. Don't you know that verb? You know this one, don't you? Yes? Enjoys, okay? To say you really, really like, you enjoys. Okay, so what's next? What's the second verb? Acting. Acting, very good. Cette première heure se déroule sans problème. Alors vous êtes contente là de votre cours ce matin? Oui, ça s'est bien passé. Ils ont bien participé. On a bien avancé, plus que ce que j'avais prévu. Là, c'était un bon cours. Pour l'aider dans ses premiers pas, Mathilde peut compter sur sa tutrice. Bonjour. Ça va? Elle aussi professeure d'anglais. Elle a 20 ans d'expérience. Elle vient la voir pour lui donner des conseils. Tu peux revoir un petit peu les points sur lesquels il faut travailler. La façon dont on se présente aux élèves, effectivement, c'est important et ils sentent tout de suite la faiblesse éventuelle. Donc il faut s'efforcer de ne pas montrer effectivement son stress, de ne pas montrer qu'on est un peu paniqué, qu'on est nerveux. Les élèves prennent très vite des habitudes, les mauvaises comme les bonnes. Mathilde ne peut bénéficier de cette aide précieuse qu'au compte-gouttes. Sa tutrice enseigne dans un autre collège. Elle ne peut la voir qu'1 à 2 fois par semaine. Ah, j'avais oublié de leur donner ça en plus. En partie livrée à elle-même, la jeune prof a du mal à faire régner l'ordre dans certaines classes. Comme avec cette 4e. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait en cours d'anglais maintenant? Rien. C'est un rapport de force. Les élèves la provoquent. Madame, on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Pourquoi tu me le demandes pas en anglais? Madame, can you speak down, please? Yes, you can. Et Mathilde est peut-être un peu trop indulgente. D'abord, je vais récupérer tous les brouillons concernant la personnalité. Moi, je l'ai pas fait, madame. C'est pas normal, j'ai qu'un exposé, ils sont où les autres? Moi, j'en ai un, madame. Moi, je sais pas. Elle crie, mais ça ne suffit pas. Il faudrait normalement sanctionner les élèves qui n'ont pas fait leur travail. Mathilde, elle, choisit de leur donner une 2e chance. Pour demain, normalement, ça aurait dû être fait pour aujourd'hui. La jeune prof perd vite ses nerfs. Ok, he suggests a new activity. What is this activity? Brighton, je t'entends, c'est désagréable. Brighton! Quand je te dis de te taire, tu te tais? Ok, alors comme on dit pour proposer quelque chose, est-ce que vous pouvez vous concentrer, écouter la phrase s'il vous plaît? Je suis super concentré. Résultat, les élèves sont dissipés. Mathilde a le plus grand mal à les intéresser à son cours. So we can go to London. Oh yes, we saw the changing of the guards at Buckingham Palace. Ok, so what about her activities in London? Et oh, c'est bon là, oh. Elle m'a dit un gros mot. On écrit, on finit là. Pour tenter de les calmer, elle décide cette fois de sanctionner.
Alors, j'avais demandé le carnet ici, là. Il est où? Vite! Quand je le demande, je le veux tout de suite. Mais les élèves ne se laissent pas impressionner. Thank you. Alors, Kevin, tu fais la première. Les 2 premiers, madame. Madame, moi je peux. Non, madame, c'est non. Moi j'ai Tu rêves ou quoi? D'accord, non mais alors là c'est fini, hein. C'est fini Ramzi là. Ah, bon, Ouais, c'est ça. Ok alors. Oh, Mohamed! Et madame, il va pleurer. Mais à votre avis, pourquoi je crie tout le temps? Parce qu'on n'arrête pas de faire des bêtises. À la fin du cours, Mathilde met des mots aux parents dans les carnets de correspondance. Cela n'a pas l'air de trop inquiéter les adolescents. Allez, pour demain. Ils ont bien compris qu'avec elle, ils pouvaient se permettre quelques libertés. Allez, moins sévère. Moins sévère, on aime bien madame personnage. Hein. Pourquoi elle est moins sévère? Parce que elle nous donne tout le temps des chances, à chaque fois. Mais après, à côté, c'est vrai, ça, elle est obligée de péter un peu. Péter un plomb. Le soir, quand elle rentre chez elle, bonjour. Mathilde n'a pas fini sa journée. Comme elle est débutante et pas suffisamment formée, elle met près de 2 heures à préparer une seule heure de cours. Au total, Mathilde travaille en moyenne 50 heures par semaine. Un rythme infernal qui s'ajoute à la tension nerveuse. Des jours où on a envie d'abandonner, quoi. C'est pas parce qu'on n'est pas fait pour ce métier, c'est parce que tout simplement, humainement, c'est pas possible. Des moments de doute, dont est témoin Thibaut, son colocataire, qui est étudiant. Alors ta journée c'était comment? Raconte. Elle lui est déjà arrivé de rentrer en larmes quoi, ou vraiment catastrophée. Enfin c'est vrai que c'est vraiment dur pour elle quoi. Moi j'aime pas crier mais vous me poussez à crier quoi, parce qu'ils m'entendent pas si je crie pas. Donc tu vois... réussi à maintenir l'ordre un peu quand même? Bon, comme d'habitude, c'était un peu sans plus, quoi. Non, avec le 4e, c'est jamais comme moi j'aimerais que ce soit. Pour faire régner l'ordre, il y a pourtant d'autres moyens que de crier. À la rentrée, Mathilde a d'ailleurs reçu ce DVD de la part de l'Éducation nationale. La classe côté professeur. Une compilation d'une demi-heure de conseils pratiques d'enseignants pour bien tenir sa classe. Mais cela l'a fait plutôt sourire. Le mieux que j'ai trouvé, c'est circuler d'un groupe à l'autre. S'il y a un groupe qui est trop bruyant, y aller, dire maintenant vous baissez un peu le ton, c'est pas nécessaire de faire autant de bruit. Moi je pense après ça dépend de chaque professeur du niveau. Oui, il suffit pas de demander à un élève de se taire pour qu'il se taise. Comme si elle avait trouvé la solution miracle. Il suffit d'aller les voir, leur demander s'il vous plaît, baissez un peu le ton. C'est pas nécessaire de faire autant de bruit. Écoutez, moi je dis ça toute l'heure quoi. J'ai remarqué qu'il est très utile, par exemple, si vous avez des élèves qui bavardent au premier rang, de poser simplement 2 doigts sur leur table tout en continuant le cours. Je conseille vraiment d'essayer cette technique, c'est assez surprenant. Effectivement, oui, il faut demander aux élèves de se taire. Oui, il faut lever la main, oui, il faut mettre des doigts sur la table. Mais je veux dire, mais voilà, il faut les répéter toutes les 5 minutes, ces gestes, ces mots, je veux dire. Et eux, ils le disent d'une façon comme si c'était, ouais, vous le faites une fois, vous dites une fois, c'est bon, quoi. Mais j'aimerais bien savoir dans quel collège ils sont. Mais moi, je suis pas dans un collège difficile, mais les élèves, ok, ils vont se taire 2 minutes, mais ils vont recommencer après. Et donc là, avec eux, on a l'impression que c'est le produit miracle. Voilà, vous dites ça, vous verrez. Ils vont se taire, c'est sûr. Bah non. On peut avoir un niveau sonore. Comment se faire respecter? Mathilde dispose tout de même de 2 journées de formation par mois pour apprendre à tenir une classe. Mais ça la fait plutôt sourire. La journée démarre par un cours très théorique, dont une partie sur l'image de la banlieue. Et en gros, de 1830 à 1880, le système éducatif. Moi, je préfère un petit caboulot ou qu'on boit du piccolo au bord de l'eau. La banlieue est chargée de valeurs positives, avec l'idée aussi que là, au moins, c'est moins cher, on se marre plus, hein, et puis que finalement, c'est vraiment une logique, j'allais dire, populaire, l'envers de la ville des Rupins, hein, qui se constitue. À l'intercours, Mathilde et ses copines se demandent un peu ce qu'elles font là. Un lundi de gâchis, on aurait pu préparer les conseils tranquillement à la maison. J'aurais pu largement préparer mes micros. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça, c'est quand on pense à toutes les choses qu'on aurait pu faire. Ouais, c'est une journée de perdue. Du point de vue de la discipline, moi, ça c'est... L'après-midi, elles pourront parler de leurs problèmes plus librement.
Mais les réponses restent encore assez évasives. Un peu des deux. Tous les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a des jours où je rentre, je suis dépitée, d'autres jours je me dis c'était pas si mal que ça et on sait. Et moi personnellement, j'arrive pas à prendre le recul nécessaire pour savoir pourquoi ça a marché ce jour-là et pourquoi pas ce jour-là. Vous venez de définir parfaitement le métier de professeur en fait. Mais oui, c'est exact. C'est une stratégie de un moment de communication, un combat. Voilà. Il y a des jours où moi j'ai envie de me battre et il y a des jours où j'ai pas envie. Et c'est ça aussi, c'est moi aussi, c'est suivant mon... Bien sûr, mais c'est ça ce métier. Malgré toutes ces difficultés, Mathilde s'accroche car elle avait toujours rêvé d'exercer ce métier. Ça sonne à quelle heure là, Aïka? Enfin oui, avec la Carole, encore 20 minutes. On a fait qu'une phrase, mais dis donc on avance vite, hein. Ok, very good. Est-ce une conséquence du mal-être de ces jeunes profs? Non mais j'aimerais bien avancer un petit peu, on n'a pas fait beaucoup. Cette année, il y avait 2 fois moins de candidats au concours d'enseignants qu'en 2010. Alors Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses 2 dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on n'ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, c'est la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y a des gens sur le terrain, de la craie plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est 3e couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés. Les violences des élèves envers les professeurs font partie du vécu des institutions scolaires. On en parle peu, car une forme de culpabilité s'installe parfois dans le chef de l'enseignant agressé qui craint pour sa réputation et pour sa carrière.
Or, une des missions de l'école est d'assurer la sécurité mentale et physique des élèves, mais aussi des équipes pédagogiques et éducatives, pour que l'enseignement y soit dispensé le plus sereinement possible. Au-delà du fait divers, nous prendrons du recul en analysant les raisons qui amènent les élèves à être agressifs envers leurs professeurs. Il n'est pas question ici d'excuser les comportements violents, mais de tenter de les comprendre, afin de réagir adéquatement. Ensuite, nous détecterons les conséquences de tels actes pour l'enseignant, mais aussi pour la classe et l'école. Nous pointerons enfin quelques pistes de solutions pour que ces violences scolaires diminuent. Mais avant toute chose, à quelle sorte de violences sont soumis les enseignants ? Pour Benoît Galland, professeur en sciences de l'éducation à Luc Louvain, les violences physiques sont les situations les moins fréquentes et restent rares en milieu scolaire, coups et blessures, menaces avec armes. Les violences verbales sont plus courantes, telles que insultes, menaces graves, injures, moqueries, mots blessants en direct, ou sur les réseaux sociaux, qui se prolongent en dehors des heures de cours. Les enseignants sont aussi soumis à des violences plus insidieuses, qui apparaissent sous la forme de harcèlement, refus de participation, indiscipline, contestation permanente, non-respect des règles, dégradation du matériel. L'an dernier, j'ai subi des violences physiques et verbales de la part des élèves durant toute l'année. Un élève m'a frappé dans l'escalier, il a été sanctionné. Mais pour d'autres faits, la direction n'a rien fait. J'ai été insultée, on me traitait de pute, de salope. Les élèves m'ont parfois coincé dans un coin de la classe. Un collègue s'est fait agresser par taser à la sortie de l'école. Dans cette école, les élèves ne communiquent que par l'agressivité et la violence. Ce phénomène est-il en augmentation ? Pour Vincent Troget, la violence des jeunes au sein des établissements scolaires n'a rien de nouveau. La violence scolaire prend en revanche à chaque époque des formes nouvelles et la société y réagit à chaque fois en fonction de valeurs et de critères qui eux-mêmes évoluent. Aujourd'hui, il arrive qu'un événement viol qui se produit en classe soit filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Mais plus que de savoir si ces violences scolaires sont en augmentation, ne faut-il pas se demander si c'est notre société qui est devenue intolérante à la violence ? Le degré de tolérance dépend de la perception que chaque individu a de la violence, mais aussi de chaque établissement scolaire et de ce qui est mis en place pour lutter contre ces violences. Cause ? Pourquoi certains élèves sont-ils agressifs envers leurs enseignants ? Nous sommes face à un phénomène multifactoriel, et voici quelques raisons qui peuvent expliquer ces violences. Avec le développement des médias et d'Internet, le rapport au savoir s'est également transformé, les connaissances évoluant de plus en plus vite et l'école perdant, peu à peu, sa place de lieu privilégié d'accès à ces connaissances. En outre, le marché du travail a changé, la réussite scolaire n'étant plus une garantie d'accès à l'emploi. Dans ce contexte, la légitimité de l'autorité des enseignants et des savoirs scolaires ne va plus de soi. Une autre explication à ces comportements violents serait que certaines familles ne respectent pas ou plus l'institution scolaire, pour différentes raisons, parents qui ont subi des brimades de la part de l'école, familles qui discréditent l'école, qui connaît peu le respect. Le mode de vie familial peut aussi influencer le comportement des enfants. Par exemple, pour le sociologue Éric Debarbieu, la permissivité excessive est corrélée au risque de développer des troubles du comportement. Un autre exemple, un élève issu d'une famille où la violence est présente au quotidien aura tendance à normaliser et donc banaliser la violence, qu'il soit victime ou auteur. Ensuite, certains élèves sont en réaction par rapport à une forme de violence de l'institution scolaire, hiérarchie, règles de discipline, humiliation d'adultes. Mais ceci n'est pas neuf. Ce qui est nouveau, c'est le fait de ne plus accepter cette violence institutionnelle. Par exemple, un élève et ses parents vont se plaindre que l'élève s'est fait traiter d'idiot ou d'imbécile par le prof, ou qu'un autre élève a subi un geste violent du prof comme une gifle. Autrefois, on acceptait d'être ainsi malmené, l'enseignant était tout puissant et les droits de l'enfant peu existants. Par ailleurs, l'enseignant a un rôle d'exemple à jouer face à ses élèves. Pourtant, certains professeurs font preuve, dans certaines situations, de manque de respect envers les élèves, voire d'humiliation, et la violence de ces derniers en est une réponse. Ces agressions peuvent aussi être la résultante d'événements de vie stressants pour l'élève, comme par exemple d'énormes tensions au sein de sa famille ou dans son entourage, un conflit avec d'autres élèves. D'autres élèves utilisent la violence face aux enseignants comme un défi, pour se faire accepter par leur groupe de pairs. Le manque de règles claires à l'école peut aussi expliquer les comportements inciviques.
Anne Flore, autrice d'analyse à l'UFAPEC, écrit que le fait de banaliser la violence, de n'avoir pas de normes très claires par rapport aux comportements agressifs autorise les élèves à plus de violence. Difficulté supplémentaire, l'accompagnement de classes difficiles est trop peu approché dans la formation initiale des enseignants. Joseph Tonon, secrétaire général de la CGSP Enseignement, parle de conditions de travail qui se dégradent, le turnover est très important dans les écoles dites « difficiles ». Ainsi, les plus jeunes professeurs, sans expérience, se retrouvent très rapidement dans des classes où il est plus difficile de se faire respecter. Sans compter que leurs aînés ont rarement le temps de les prendre sous leur aile pour les aider. Ces jeunes manquent de préparation. Il faut savoir que la gestion de groupe n'est quasiment pas abordée pendant leur formation. Ils ne sont donc pas prêts à se retrouver face à des élèves difficiles. Conséquence : les effets de ces comportements violents sont d'abord néfastes pour l'enseignant agressé. Le plus souvent, ces agressions le déstabilisent et parfois même sapent toute motivation. Parfois, il n'y a pas d'autre choix que de s'éloigner quelque temps de l'institution scolaire. Existe-t-il un lien entre ces violences et les absences des enseignants ? Selon le CFP Santé publique, 68 enseignants ont été mis en arrêt de travail à la suite d'une agression, un chiffre élevé et interpellant, mais qui n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour le journaliste Romain Demoustier, bon nombre d'agressions ne mènent en effet pas à un arrêt de travail et une bonne partie ne remonte même jamais aux oreilles des directeurs et de l'administration. C'est ici qu'il serait bon d'interroger sur le tabou qui existe autour de la violence et du manque de respect des élèves. Combien de professeurs osent parler des brimades, violences qu'ils subissent de peur d'être jugés et considérés comme incapables? Or c'est sans doute en mettant le problème sur la table et en parlant des expériences vécues que l'on pourra avancer. L'enseignant agressé est impacté, mais, de surcroît, ces violences créent un mauvais climat scolaire, mauvais climat que ressentent les autres élèves de la classe, témoins de ces violences. Elles affectent le bien-être et la conduite des élèves et elles réduisent les opportunités d'apprentissage. L'enseignant agressé doit-il se sentir nécessairement responsable des comportements violents d'un élève? Pour Benoît Galland, les incidents auxquels il se heurte ne reflètent pas nécessairement ses compétences individuelles, mais également la dynamique collective au sein de son établissement, ainsi que la manière dont le système scolaire répartit les élèves entre différentes écoles. D'autre part, l'intensité des problèmes auxquels sont confrontés les établissements dépend de facteurs qui échappent largement à l'enseignant, comme la pauvreté, le niveau de criminalité du quartier, la formation initiale du personnel, etc. Pourtant, reconnaissons que les acteurs scolaires conservent une marge d'action appréciable concernant le climat de leur école et, par conséquent, concernant aussi les conduites des élèves. Quelques pistes pour diminuer ces violences. Les enseignants n'ont pas pour mandat de prendre en charge toutes les difficultés de leurs élèves et d'endosser tous les rôles, mais ils ont celui de mettre en place des conditions les plus favorables possibles aux apprentissages. Il n'y a pas de réponse unique face aux violences des élèves envers leurs enseignants. Sans vouloir être exhaustif, nous pointons ici quelques pistes de solutions qui devraient permettre de diminuer ces cas de violence. En amont de tout conflit avec l'enseignant, il est essentiel de veiller à installer et à maintenir un bon climat scolaire. Pour le sociologue Éric Debarbieux, ce climat scolaire est déterminé par la qualité des relations entre les élèves et les adultes, la qualité des liens entre adultes, effet protecteur de la cohésion des équipes éducatives, le travail en équipe, la qualité d'un leadership clair de la direction, la convivialité, le sentiment d'appartenance à l'établissement et, enfin, la clarté et la justice dans l'application des règles scolaires, normes claires, lisibles et justes, appliquées de manière équitable, sanctions sans ambiguïté. En lien avec un bon climat scolaire, une autre piste pour Éric Debarbieux est de créer une communauté participative où chacun est créateur des règles de vie communes et des mécanismes qui les font respecter. Pour Benoît Galland, l'implication des élèves dans la gestion de l'école, l'élaboration des règles et leur application, notamment dans leur examen par le conseil de participation, peut aider à renforcer la légitimité des règles scolaires. Ce conseil de participation peut notamment aborder la prévention et la prise en charge des discriminations et des violences au sein de l'établissement scolaire. Ces comportements violents, dans la mesure où ils ont un impact sur le climat et la scolarité de tous, peuvent aussi être discutés lors de réunions de l'association de parents, à partir du moment où ils impliquent le collectif. Lorsque la violence concerne une majorité des élèves de la classe,
Parfois même lors d'un simple chahut collectif, un dispositif ne devrait-il pas être prévu pour travailler avec la classe la question de la violence et, par exemple, entrer dans un processus de communication non violente. Certaines écoles mettent en place des espaces de parole, qui parfois entraînent les élèves à développer des alternatives socialement acceptables. Dans ce sens, la déclaration de politique communautaire 2019 à 2024 explique que le gouvernement s'engage à encourager l'expression des élèves et renforcer la démocratie scolaire dès le plus jeune âge afin de faire des élèves des citoyens à part entière. Dans chaque école, quand une situation provoque un mal-être, il est aussi important de réunir toutes les personnes concernées, direction, élèves concernés par les comportements violents, parents, titulaires, éducateurs, centres PMS, pour élaborer des stratégies de solution qui devraient dépasser la simple punition. Benoît Galland, professeur à Luc Louvain, précise que face à ces agressions d'élèves, il convient de trouver des alternatives aux punitions, suspensions et exclusions, qui sont les réponses les plus répandues des écoles au comportement problématique des élèves. Ces réponses sont peu efficaces et ont parfois pour conséquence d'aggraver les difficultés initiales. Les recherches indiquent clairement que l'autorité scolaire demande plus que des punitions, elle cherche à développer le contrôle de soi et les compétences sociales chez les élèves. Or, si la sanction est un signal qui vise à stopper un comportement, elle n'aide pas à développer d'autres manières de se conduire. Faire régner l'ordre ne suffit pas à construire un climat positif au sein d'une école. Pour soutenir l'enseignant agressé, les équipes mobiles offrent un service de soutien en cas de situation de crise dans l'école, c'est-à-dire, une situation affectant l'établissement scolaire à la suite d'un fait précis, ou afin de permettre la reprise du dialogue au sein de l'établissement scolaire qui a connu une situation de crise. Ajoutons à cela l'aide du numéro vert Assistance École vers lequel les écoles peuvent se tourner. Ce numéro vert est destiné à informer les victimes de violences, à apporter un soutien et un accompagnement aux établissements scolaires lors d'événements d'exception 23. Conclusion. Nous avons abordé les violences des élèves envers leurs enseignants, avec en filigrane le fait que les profs concernés n'en parlent pas, ou peu, par honte d'être perçus comme incompétents. Souvent verbales ou psychologiques, ces violences des élèves envers leurs professeurs n'ont pas de cause unique. Nous en avons relevé quelques-unes, le statut de l'enseignant a perdu de son prestige, certains élèves ne connaissent pas la notion de respect par rapport à l'enseignant et à l'institution scolaire, qui elle-même peut être ressentie comme violente. La gestion de groupes difficiles est un calvaire pour certains professeurs. Il arrive aussi que des élèves vivent des événements stressants au sein ou en dehors de l'école, qui les amènent à des comportements violents vis-à-vis de l'adulte. Ces agressions peuvent aussi être vues comme un défi par rapport aux pairs. Enfin, certains enseignants oublient qu'ils ont un rôle d'exemple face à leurs élèves, en matière de respect notamment. Une des conséquences de ces violences est la perte de motivation de l'enseignant, voire son absence plus ou moins prolongée. Un autre effet de ces agressions est l'installation d'un mauvais climat scolaire, nocif pour le bien-être des élèves et leurs apprentissages. Prendre soin du climat de la classe et de l'école fait donc partie du rôle des enseignants, or ce n'est pas suffisamment pris en compte dans la formation initiale et continuée. Notons qu'un climat positif est aussi du ressort de chaque élève. Enfin, prenons de la hauteur par rapport à ces violences, petites ou grandes. Posons-nous la question, quand un élève agresse un enseignant, n'est-ce pas l'institution scolaire qui est visée? Et ces violences scolaires diminueraient-elles si l'école offrait davantage de sens aux apprentissages, pour que les élèves comprennent pourquoi ils doivent passer tant de temps sur les bancs de l'école? Impliquer les élèves dans leur vie à l'école, les former à la citoyenneté est une autre piste pour réduire les violences. Les parents de l'UFAPEC demandent de mettre en place, entre autres dans l'objectif de réduction des incivilités et de la violence, des structures favorisant l'éducation à la citoyenneté. Nous pensons que des élèves formés à la citoyenneté, apprenant à porter et à défendre leur point de vue et leur identité, ainsi qu'à respecter ceux des autres, seront moins portés vers la violence et les incivilités, tant au sein de l'école que de la société. Finalement, le lien école-famille est certainement à travailler et à renforcer pour diminuer cette violence des élèves, pour construire une relation de confiance réciproque. Si les liens entre la famille et l'école sont réguliers, ils permettent que l'une et l'autre puissent être au courant notamment d'éventuels conflits, et ces liens permettent entre autres que les parents connaissent les règles en vigueur à l'école, qui peuvent différer de celles en vigueur à la maison. C'est particulièrement important dans la construction du vivre ensemble. Bénédicte Lorieux.
si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre eux méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes, avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. On vit l'époque du virtuel, des tutos pour du rimel. Snapchat, Snapchat, dis-moi qui est la plus belle. Pour elle, être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo, mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des emojis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle éteint son portable et commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu me parles de toi, que tu me partages tes rêves et tes doutes, que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvaises herbes sur ta route. Qu'importe ce que dit ou pense le monde, tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres. N'oublie pas qu'elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 elle qui ne voulait qu'être aimée. La dépression post-partum. C'est un trouble qui touche de nombreuses mères et aussi des pères après la naissance de leur bébé. La gravité de la dépression varie en fonction de la nature et de l'intensité des symptômes. Contrairement au baby blues, syndrome du 3e jour, la dépression post-partum peut durer longtemps, surtout si elle n'est pas traitée rapidement. Qu'est-ce que la dépression post-partum ? La dépression post-partum est une dépression qui survient après l'accouchement. Aussi appelée dépression postnatale, elle peut se manifester à tout moment pendant l'année suivant la naissance du bébé. La dépression postpartum est plus grave que le baby blues et nécessite des soins. La dépression postpartum touche de 15 à 20% des nouvelles mères. De ce nombre, environ 7% présenteront des symptômes importants de dépression au cours des 3 premiers mois suivant l'accouchement, et 19% des symptômes légers ou modérés. Selon les études, le taux de dépression postnatale est, de manière générale, plus élevé 3 mois après l'accouchement et diminue graduellement par la suite. Le nombre de mères présentant des symptômes dépressifs sans souffrir de dépression postnatale atteint un sommet pendant la période 3 à 6 mois après l'accouchement, environ 41%. Durant la période postpartum, les signes de fatigue peuvent être confondus avec des symptômes dépressifs. Symptômes de la dépression postpartum.
Voici les symptômes les plus fréquents de la dépression post-partum. Certains parents peuvent ne pas se rendre compte qu'ils sont déprimés. D'autres peuvent ne pas oser en parler de peur de ce que leur entourage va penser d'eux. Profonde tristesse sans raison apparente, pleurs fréquents inexpliqués, épuisement permanent ou problème de sommeil, dormir trop ou pas assez, sentiment de dévalorisation, culpabilité excessive, impression d'être un mauvais parent, difficulté à établir un lien avec son bébé, irritabilité, anxiété extrême, surtout en ce qui a trait au bien-être de son enfant, incapacité à s'occuper correctement de son enfant, refus de passer du temps avec lui, si le parent est capable de s'occuper de son enfant, il ressent une absence de plaisir lorsqu'il le fait, désintérêt pour les activités aimées auparavant ou manque de plaisir durant celles-ci, changement d'appétit, sentiment que les choses ne s'amélioreront jamais, tendance à s'isoler, idées suicidaires. Si vous éprouvez certains de ces symptômes et que vous vous sentez en détresse, consultez un médecin ou un psychologue. Si vous craignez de vous blesser ou de blesser votre bébé, consultez rapidement un médecin ou présentez-vous à l'urgence d'un hôpital. Pour une assistance immédiate, appelez Info Sociale, 811, ou la ligne Parents, un service d'intervention accessible jour et nuit, gratuit et confidentiel. Que faire si vous vous inquiétez pour votre conjointe? Si vous croyez que votre partenaire, ou une mère de votre entourage, souffre de dépression post-partum, reconnaissez sa souffrance sans la minimiser afin d'éviter que la maman se sente encore plus coupable et incompétente. Il est aussi conseillé de l'écouter sans la juger, de l'encourager à consulter un médecin, et de lui demander comment vous pouvez l'aider. Troubles de stress post-traumatique. Environ 4 à 6% des femmes peuvent vivre un trouble de stress post-traumatique après un accouchement difficile et 20% éprouveront certains symptômes de stress post-traumatique leur causant de la détresse. Si les souvenirs négatifs de l'accouchement vous empêchent de fonctionner, nuisent à votre relation avec votre enfant, ou vous empêchent d'envisager une autre grossesse, il est important d'aller chercher de l'aide professionnelle. Cause de la dépression post-partum. Les spécialistes s'entendent pour dire qu'il n'existe pas de cause unique à la dépression postnatale, mais plutôt une combinaison de facteurs qui peuvent tous jouer un rôle dans son déclenchement et son maintien. La dépression postpartum peut ainsi s'expliquer en partie par des causes physiologiques, changements hormonaux, manque de sommeil, épuisement, mais elle peut aussi être déclenchée par les énormes changements de vie provoqués par l'arrivée du bébé. Elle peut également être causée par le fait que la mère se sente dépassée, voire submergée, par les contraintes et par un manque d'équilibre entre les tâches et les activités agréables. On a encore peu d'informations sur les dépressions postnatales, chez les conjointes des mères biologiques, car il s'agit d'un phénomène récent et encore peu étudié. L'arrivée d'un enfant, surtout le premier, amène la mère à adopter un nouveau rôle, ce qui implique un réaménagement important de son identité. Ce changement provoque souvent un retour vers son enfance et une réflexion sur sa relation avec sa propre mère, ce qui peut être source de grands bouleversements intérieurs. En plus, l'arrivée d'un enfant peut être synonyme de certains deuils, deuil de la vie d'avant, deuil de l'enfant idéal, et deuil de la maternité idéalisée. Par ailleurs, la venue d'un enfant est parfois porteuse de grandes attentes, comme réunifier un couple fragile, réparer l'estime de soi d'une mère vulnérable, ou combler une carence affective. Dans de tels cas, l'arrivée de l'enfant peut parfois être décevante durant les premières semaines et susciter d'importants sentiments dépressifs. Les facteurs de risque. Les femmes qui ont déjà souffert de dépression ou d'anxiété dans le passé ou pendant leur grossesse risquent plus de développer une dépression post-partum. D'autres facteurs de risque ont été reconnus, avoir récemment vécu des événements stressants, déménagement, stress financier, être peu soutenu socialement, démontrer une faible estime de soi, avoir une moins grande satisfaction conjugale, éprouver des difficultés à allaiter, avoir un membre de sa famille qui a déjà souffert de dépression ou d'un trouble de l'humeur. Image de la parentalité et dépression. Dans notre société, on a souvent l'impression que devenir parent doit toujours être une expérience positive, entre autres en raison des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Cette image de la parentalité peut contribuer à favoriser l'apparition d'un sentiment de culpabilité ou d'incompétence ou encore causer une perte d'estime de soi chez les femmes et les hommes pour qui être parent n'est pas toujours rose et ne va pas de soi. Souffrir de dépression postpartum ne fait pas de vous un mauvais parent. N'hésitez d'ailleurs pas à en informer votre entourage. Avoir besoin d'aide arrive à tout le monde à un moment ou à un autre. Dépression postpartum chez les pères. Pères souffrant de dépression postpartum.
Tout comme les mères, les pères peuvent aussi souffrir de dépression post-partum. Leurs symptômes sont toutefois moins apparents que ceux présentés par les mères. De plus, les hommes ont, en général, de la difficulté à demander de l'aide. Ils peuvent avoir tendance à exprimer leur détresse davantage par de la colère, de l'impatience, de l'irritation, des symptômes anxieux, de la violence conjugale et de l'abus de substances, alcool, drogue, que par de la tristesse et des pleurs. Au cours des 3 premiers mois suivant l'accouchement, environ 8% d'entre eux présentent des symptômes dépressifs, et ce taux atteint environ 25% 3 à 6 mois après la naissance de leur enfant. Par la suite, la proportion de pères touchés diminue. Tous les pères qui présentent des symptômes dépressifs ne souffrent toutefois pas de dépression. Selon une étude, environ 10% des pères souffriraient de dépression post-partum. Cause chez les pères ? Les pères risquent plus de développer des symptômes dépressifs si leur conjointe souffre de dépression. Ils risquent aussi plus de faire une dépression postnatale s'ils présentent un ou des facteurs de risque suivants: avoir déjà fait une dépression, n'avoir pas prévu la grossesse, occuper un travail peu intéressant, avoir de mauvaises relations sociales, avoir un faible niveau socio-économique, vivre une relation conjugale insatisfaisante. Chez plusieurs pères, la dépression postnatale a commencé durant la grossesse. En effet, la moitié des pères qui sont déprimés durant la grossesse le seraient encore 2 mois après l'accouchement. De récentes études indiquent par ailleurs que les troubles anxieux sont aussi très fréquents chez les pères et coexistent souvent avec les troubles dépressifs. La proportion de troubles anxieux diagnostiqués chez les pères varie de 4 à 16% durant la grossesse et de 2 à 18% durant la période post-partum. Les nouveaux papas peuvent donc aussi avoir besoin d'aide durant cette période et ne devraient pas hésiter à consulter. Parents adoptifs aussi à risque. Les parents qui adoptent un enfant risquent aussi de faire une dépression à la suite de l'adoption, même si les changements hormonaux liés à l'accouchement ne sont pas présents. Plusieurs raisons peuvent expliquer une dépression post-adoption, dont l'impression que l'attachement avec l'enfant ne se déroule pas comme le parent l'avait imaginé, ainsi que le fait que les changements provoqués par la venue de l'enfant sont plus importants que ce que le parent avait anticipé. Quelles sont les conséquences possibles ? La dépression post-partum réduit la capacité du parent de s'occuper adéquatement de son enfant, ce qui diminue les interactions entre eux. Si elle n'est pas traitée, la dépression post-partum peut donc non seulement nuire à la mère ou au père, mais aussi au développement du lien d'attachement entre le bébé et le parent souffrant de dépression. Le développement cognitif, social et affectif de l'enfant pourrait en être perturbé. L'enfant pourrait présenter des troubles du sommeil, davantage de coliques, et des retards de développement. Des difficultés émotionnelles, des troubles du comportement, et des troubles cognitifs peuvent aussi se manifester jusqu'à l'adolescence. Le conjoint ou la conjointe de la personne en dépression ainsi que les autres membres de son entourage immédiat doivent donc s'assurer qu'elle obtient l'aide dont elle a besoin. Traitement. La dépression post-partum nécessite une attention médicale immédiate. Même si le soutien du conjoint ou de la conjointe, des amis, des parents ou des groupes d'entraide est essentiel, une aide professionnelle est aussi nécessaire. Sans traitement, la dépression peut durer longtemps. Puisque le traitement est plus efficace lorsque la dépression post-partum est détectée tôt, la mère ou le père qui pense en souffrir doit en parler à un professionnel de la santé, médecin, psychologue, infirmière, clinicienne. Le professionnel consulté déterminera le traitement approprié selon l'ampleur des symptômes dépressifs et des problèmes de santé mentale présents avant la grossesse. Une psychothérapie pourrait être envisagée pour certains parents, alors que d'autres auront peut-être aussi besoin d'antidépresseurs pendant un certain temps. Cela aidera le parent souffrant de dépression post-partum à retrouver le sourire et à profiter pleinement de son bébé. Psychose post-partum. La psychose post-partum est une maladie rare et très grave qui apparaît dans les jours suivant l'accouchement. Elle se manifeste par de la confusion, des hallucinations, du délire et de l'agressivité. La mère doit être vite conduite à l'hôpital, car sa sécurité et celle de son enfant sont compromises. Prévenir la dépression post-partum. Pour prévenir la dépression post-partum, il est important de détecter la détresse des femmes durant la grossesse. En effet, une grande proportion de mères qui ont reçu un diagnostic de dépression postnatale présentaient déjà des symptômes de troubles anxieux ou dépressifs durant leur grossesse.
Il est aussi important de connaître les symptômes de la dépression post-partum, car cela permet d'en reconnaître rapidement les signes, de réduire la gêne associée aux troubles mentaux en périnatalité et d'aller chercher de l'aide lorsque nécessaire. Le soutien de l'entourage contribue aussi à prévenir la dépression post-partum. Ce travail de prévention doit aussi se faire auprès des pères, car ils sont souvent moins conscients des symptômes de détresse associés à l'entrée dans la paternité. L'importance d'inclure les pères dans le suivi dès le début de la grossesse est par ailleurs de plus en plus reconnue. Les pères risquent moins de souffrir de dépression postpartum lorsqu'ils ont une bonne communication avec leur conjointe. De même, préparer avec elle l'arrivée du bébé réduit les risques, car cela leur permet de prendre de l'assurance et de se sentir moins exclus de la relation maman-bébé. Dépression postpartum et Covid-19. Les femmes dont la grossesse se déroule durant la pandémie de Covid-19 risqueraient 2 fois plus de présenter des symptômes anxieux ou dépressifs assez sévères pour correspondre à un diagnostic de dépression majeure ou de troubles anxieux. Elles seraient alors plus susceptibles de souffrir d'une dépression postpartum. Qu'est-ce que le baby blues ? Le baby blues, ou syndrome du 3e jour, apparaît chez la mère dans les premiers jours qui suivent l'accouchement. Les symptômes se manifestent par de l'irritabilité, de l'anxiété, de la vulnérabilité et des sautes d'humeur. Il s'agit d'une réaction transitoire qui s'explique par des changements physiologiques, chute hormonale importante, une augmentation du stress et un manque de sommeil. Combien de temps dure le baby blues ? Le baby blues peut toucher jusqu'à 80% des femmes. Il est généralement passager et dure de quelques heures à 15 jours. Dans la plupart des cas, les symptômes s'estompent d'eux-mêmes sans intervention extérieure. Comment surmonter le baby blues ? Voici toutefois quelques moyens pour vous aider à vous sentir mieux. Prévenez votre conjoint ou vos proches que vous ne vous sentez pas bien et que vous avez besoin de plus d'aide pour les soins du bébé et les tâches quotidiennes. Prenez soin de vous, dormez, prenez un bain, sauf si vous avez eu une césarienne, sortez pour vous changer les idées, faites-vous plaisir. Faites des activités avec votre bébé, promenade extérieure, contact peau à peau, etc. Si, après plusieurs semaines, vous vous sentez encore malheureuse ou dépassée par les événements ou si vous portez peu d'intérêt à votre bébé, vous ne souffrez sans doute plus de baby blues, mais plutôt d'une dépression postpartum. À retenir. Plus grave que le baby blues, la dépression postpartum nécessite des soins, et son traitement est plus efficace lorsqu'elle est détectée tôt. Les pères peuvent aussi souffrir de dépression postpartum, mais leurs symptômes sont moins apparents que ceux présentés par les mères. Si elle n'est pas traitée, la dépression postpartum peut avoir des conséquences sur l'enfant. Naître et grandir. Révision scientifique, Nicole Reeves, psychologue recherche et rédaction, équipe Naître et grandir mise à jour, janvier 2022. Elle perd confiance, se sous-estime. Elle écarte une robe, enfile un jean. Puis pense se noyer dans la ville, perdu dans la foule. Depuis des semaines, je suis peut-être gentleman,
je l'attendrai toujours. Elle sait que je l'aime. Mais les blues, depuis que nous sommes trois, nous a séparés. Cherche un peu partout. Marche au hasard, reviens de tout. Mais tient-elle à nous? Le deuil après suicide. Les proches qui découvrent un suicide vivent un état de stress aigu dont les conséquences peuvent être préoccupantes. Le deuil après suicide est avant tout un deuil traumatique. Comme dans toute circonstance de mort brutale et inattendue, un processus traumatique peut se mettre en place en même temps que le processus naturel de deuil. Il faudra donc être particulièrement vigilant dans le suivi des personnes touchées par ce deuil. Les aider à créer et à maintenir les conditions favorables au bon déroulement de la cicatrisation de leurs blessures psychiques. Si le deuil après suicide a des particularités, traumatiques, émotions d'une intensité considérable, violence des circonstances et du choc émotionnel, il partage cependant les mêmes phases d'évolution que tout autre deuil survenu dans des circonstances différentes. Au choc du décès et des circonstances s'ajoutent bien souvent d'autres événements qui sont vécus comme des agressions supplémentaires, telles que l'enquête systématiquement menée pour exclure l'hypothèse d'un homicide déguisé en suicide ou la découverte que l'assurance vie ou d'autres garanties d'emprunt ne sont pas applicables en cas de suicide. Traiter le syndrome de stress post-traumatique. Pour toutes ces raisons, les personnes en deuil après un suicide ont besoin d'être soigneusement accompagnées, en particulier celles qui découvrent le corps ou qui assistent au dernier moment de l'être aimé. Elles peuvent en effet développer un syndrome de stress post-traumatique, PTSD, qui va entraver voire stopper le processus de deuil. Il est donc capital de diagnostiquer le PTSD afin de le traiter au plus vite afin que le processus de cicatrisation reprenne son cours normal.
Les bienfaits de la thérapie EMDR. 3 solutions thérapeutiques existent pour soigner le PTSD, les traitements médicamenteux, antidépresseurs, les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, et le EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. La thérapie EMDR est reconnue comme étant très efficace pour faire disparaître les symptômes du PTSD, cela est abondamment documenté dans la presse scientifique. Des émotions d'une rare intensité. Les émotions vécues pendant un deuil après suicide sont d'une ampleur et d'une intensité rare. Le sentiment de culpabilité y est omniprésent. D'autres émotions étreignant le cœur de l'endeuillé, la colère contre soi-même ou autrui, la honte, le désespoir, la peur, le sentiment d'insécurité, voire aussi l'ambivalence ou le soulagement. Terrassés par la culpabilité, les proches en deuil ont constamment à l'esprit le fait qu'ils puissent être responsables de ce qui est arrivé. Il faudra des mois, des années avant qu'il accepte d'écarter cette terrible hypothèse. Il s'interroge sur ce qu'il aurait dû voir et non pas vu, ce qu'il aurait dû faire et non pas fait. Cette écrasante culpabilité a 3 conséquences, la quête du pourquoi, la tendance au retrait social et l'attribution d'auto-punition. La quête du pourquoi. Pourquoi ? La réponse à cette question est une quête obsessionnelle qui va mobiliser les proches pendant des mois, des années. Ils vont passer au crible les derniers jours de la personne disparue, lire ses messages dans l'espoir d'y déceler des changements minimes qui pourraient expliquer son geste. Ils interrogent ses amis, traquent avec eux de possibles indices, des bribes de sens. Quand ils perçoivent que leurs questions lassent leur entourage, ils cessent de les poser, sans pour autant qu'elles cessent de les tourmenter, parfois pendant plusieurs années. Jusqu'à accepter qu'il n'y aura jamais de réponse définitive. Une tendance au retrait social. Les proches en deuil ont un fort sentiment d'indignité qui les pousse à l'isolement. Ils quittent les réseaux de soutien, amicaux, les réseaux associatifs, les centres thérapeutiques psy, convaincus de ne pas mériter d'être aidés n'ayant pu empêcher le suicide de l'être aimé. Se punir pour expier sa faute. Il est fréquent que les proches se punissent pour expier la faute du suicide dont ils s'accablent, en mettant en place des interdits, ne plus être heureux, de se voir gratifié, dans le succès, et en excluant les plaisirs du quotidien. Une mère ne s'offrira plus le moindre bon temps, ne s'achètera plus de fleurs, un mari refusera ce restaurant où il aurait aimé aller avec son épouse, avant. La personne en deuil peut également s'enfermer dans un statut de victime. Tous ces comportements peuvent considérablement restreindre le champ de vie des proches endeuillés. Un possible syndrome dépressif. Certaines personnes peuvent avoir, comme leurs proches avant eux, des pensées morbides voire suicidaires. Un syndrome dépressif peut alors émerger et venir compliquer le vécu dépressif, normal, qui survient 6 mois à 1 an après le décès, déstructuration. La combinaison de plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'apparition du syndrome dépressif, l'effondrement de l'estime de soi, le sentiment de rejet ou d'abandon délibéré par la personne suicidée, les comportements à risque, abus d'alcool, de drogue, mise en faillite personnelle, sport extrême, etc., le sentiment de futilité de l'existence, la perte de repères. Un sentiment de honte. Les proches endeuillés éprouvent parfois un sentiment de honte si accablant qu'ils inventent une autre circonstance du décès, maladie foudroyante, accident, afin d'éviter de dire que l'être aimé s'est suicidé. Ce sentiment de honte les enferme dans un silence qui peut progressivement les couper de leurs proches. De plus, ce silence peut évoluer vers un secret de famille, dont on connaît les effets délétères sur le plan transgénérationnel. Une colère à cible multiple. Face à la violence du suicide, la personne en deuil éprouve de la colère. Cette colère peut être focalisée sur autrui, collègues, médecins, environnement scolaire, amis. Elle peut également se tourner contre la personne disparue, c'est une spécificité du deuil après suicide. La personne décédée est l'auteur de sa propre disparition. Comment gérer la haine que l'on peut ressentir pour le meurtrier qui est en même temps la victime ? La personne endeuillée peine à s'avouer ses sentiments, elle peut refouler sa colère. Ce qui peut se retourner contre elle et s'exprimer par des somatisations. Il est essentiel dans l'accompagnement dont elle bénéficiera de l'aider à identifier et à exprimer cette colère. C'est vital pour elle. Un sentiment de soulagement. Un autre sentiment également difficile à reconnaître et à avouer est le soulagement que la personne en deuil peut ressentir après le suicide. Le geste du défunt a pu en effet survenir après des périodes très difficiles à vivre pour ses proches, fugue, comportement autodestructeur, hospitalisation répétée en psychiatrie.
Dans ce cas, le suicide met un terme à une situation chaotique. Cet état de fait est difficilement avouable, y compris à soi-même. L'accompagnement pourra aider la personne endeuillée à mettre des mots sur cette ambivalence douloureuse. Une sécurité intérieure ébranlée. Les proches après un suicide expriment combien leur sentiment de sécurité intérieure est ébranlé. Ils se sentent profondément déstabilisés et vulnérables. De nouvelles peurs apparaissent, elles redoutent un nouveau suicide, une catastrophe, un autre décès. Les parents en deuil vont remettre radicalement en question l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, un conjoint en deuil appréhendera de tisser des liens avec un nouveau partenaire de peur qu'il soit à leur tour brisé. Ces angoisses ne sont nullement fondées. Elles n'en sont pas moins des obstacles qui peuvent empêcher le retour à une vie affective sereine et à une vie familiale équilibrée. Un accompagnement spécifique. Plus que dans tout autre deuil, les émotions, les symptômes et les potentielles séquelles que peuvent vivre les proches d'une personne suicidée montrent la nécessité d'un accompagnement spécifique. Bien sûr, toutes les personnes touchées par ce deuil ne développeront pas l'intégralité des signes que nous avons décrits. Mais il importe d'être particulièrement vigilant dans le suivi de ces personnes. Conjuguer les aides individuelles. À cet égard, il est fortement recommandé de conjuguer plusieurs aides, cela donne de bons résultats. Bénéficier d'un suivi individuel par un professionnel psy ou un bénévole correctement formé et avoir recours aux associations d'accompagnement du deuil sont des aides très précieuses pour retrouver un nouvel équilibre. Quelle qu'elle soit, il importe que les personnes aidantes connaissent dans le détail les enjeux du deuil après suicide. Sans jugement, avec bienveillance, ils mettront en place les conditions d'une parole et de prise de conscience libératrice. Avec une vigilance particulière pour détecter d'éventuelles complications post-traumatiques, PTSD, ou l'apparition d'un syndrome dépressif. Il est en effet primordial, comme nous l'avons dit, d'établir un diagnostic et d'entreprendre un traitement de façon précoce afin d'assurer la continuité du bon déroulement du processus de deuil. Ainsi accompagnée, la personne pourra se décharger jour après jour de son immense souffrance. Le chemin sera long, mais grâce au processus naturel de cicatrisation et au travail de deuil qu'elle accomplira, elle retrouvera peu à peu l'apaisement et le plaisir de vivre. Note. Le syndrome de stress post-traumatique se caractérise par 3 éléments, des images intrusives très fortes émotionnellement flash, cauchemar, un stress chronique intense et la mise en œuvre de stratégies d'évitement. Seuls les psychiatres et psychologues certifiés EMDR sont habilités à diagnostiquer le PTSD et à pratiquer le traitement EMDR. L'annuaire des thérapeutes EMDR est disponible sur le site www.andre-france.org. Tels que Vivre son deuil, Phare enfants-parents, Jonathan Pierre Vivante. Voir liste des associations d'accompagnement du deuil après suicide et de prévention. Ces associations proposent des groupes de parole, des suivis individuels, une éducation des proches spécifiques au deuil après suicide, avec des actions de sensibilisation autour du suicide et de la prévention du suicide. Dans mes absences, parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner. Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous savez tant de moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Parce que le temps peut mettre en cage nos rêves et nos envies. Je fais mes choix et
mes voyages, parfois j'en paie le prix. La vie me sourit ou me blesse, et quelle que soit ma vie, je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, en tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Même à l'autre bout de la terre, je continue mon histoire avec vous. Je ne vous oublie pas. Non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, en tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Non, jamais. Vous savez tant que moi de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Venez d'écouter le sujet surprise. Présenté par Anne et Manu.